Bonjour à tous, j'espère que vos vacances se sont bien passées malgré la situation et je reviens vers vous aujourd'hui pour une dernière vidéo consacrée au chapitre 5, les impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes locaux. Avant de commencer cette activité, je vais d'abord rappeler ce qu'on a fait précédemment. On avait commencé ce chapitre avec une première partie concernant le monde vivant organisé en écosystème et nous avions au cours d'une première activité compris ce qu'était un écosystème et les paramètres qui vont le régir. Nous sommes passés à une deuxième partie concernant l'impact des activités humaines, mais cette fois-ci sur la biodiversité. Et nous avions fait une deuxième activité concernant la fracturation d'une forêt et son impact sur la biodiversité locale et quelles solutions nous pouvions apporter afin de réduire cet impact. Nous passons maintenant à une troisième partie, un agrosystème, un écosystème créé et modifié par l'homme et par la correction de cette troisième activité, l'impact des pesticides sur les écosystèmes. Durant cette activité, il fallait essayer de comprendre quel était l'impact des pesticides sur les écosystèmes. Vous aviez 8 documents qu'il fallait lire et exploiter. On vous indiquait dans l'introduction que l'agriculture intensive permettait de produire toujours plus de nourriture, mais que cela comportait des conséquences sur l'environnement. Vous aviez un premier document qui montrait l'état des lieux de la production agricole en France depuis 1950. On pouvait voir sur ce graphique en production tonnes par hectare en fonction des années que la production française n'a pas cessé d'augmenter jusqu'en 2007. On peut voir que le maïs était de 2 tonnes par hectare en 1960 et atteint en 2007 environ 9,8 tonnes par hectare. On peut voir que le blé tendre a suivi une évolution plus faible, mais reste quand même élevé. On peut voir qu'en 2000, on a atteint les 7 tonnes par hectare. On vous indique que les pesticides limitent la destruction des cultures et c'est pourquoi on l'utilise. Dans le deuxième document, on vous montre justement le rendement, c'est-à-dire ce que l'on plante par rapport à ce que l'on obtient en résultat, avec pesticides en jaune et sans pesticides en bleu. On peut voir pour le riz par exemple qu'on est à 80% avec pesticides et 40% sans pesticides. On a donc un rendement 2 fois supérieur à sans pesticides. De même pour le coton. La pomme de terre a à peu près également le même résultat. Le rendement est donc meilleur, on a moins de pertes économiques. Le troisième document présente le devenir des pesticides dans une chaîne alimentaire. De l'eau qui va être ingérée par le premier maillon de la chaîne qui est le plancton, jusqu'au dernier maillon de la chaîne, le goéland. On vous indique que le seuil de potabilité, c'est-à-dire jusqu'où on peut consommer de l'eau sans être affecté d'un problème de santé, est de 0,0001 mg par litre. Pour les êtres humains, on va parler de milligrammes par kilo. Quand on regarde l'eau présente ici, on est en dessous du seuil de toxicité, ça veut dire qu'elle n'est pas dangereuse. Quand on arrive au niveau du plancton, on voit que la quantité, le composant est beaucoup plus importante et ne cesse d'augmenter au fur et à mesure qu'on avance dans la chaîne alimentaire. Si on prend l'exemple de la truite, on peut voir qu'elle est à 4,8 mg par kilo. Elle aura donc accumulé la toxicité des maillons inférieurs. Et le goéland va accumuler toute la toxicité inférieure. Il va donc être intoxiqué de façon plus importante. Le quatrième document, un exemple de lutte biologique. Qu'est-ce que la lutte biologique? C'est d'introduire un prédateur dans un environnement pour pouvoir lutter contre un parasite ou bien un ravageur. On va ici introduire la coccinelle qui est le prédateur du puceron sur une branche de rosier. En introduisant ce prédateur, on va réduire le nombre de parasites et donc permettre d'avoir une culture plus saine. Je ne vais pas revenir sur le cinquième document puisqu'il correspond au troisième, mais cette fois-ci sous forme de tableau.
Dans le document 6, on vous présente la création d'une zone humide artificielle entre une station d'épuration à gauche et un cours d'eau naturel à droite. La station d'épuration va récupérer les eaux usées dans ces cuves. On va utiliser la technique de la décantation, on va laisser les particules solides tomber au fond des cuves et la partie liquide va passer de la première cuve à la deuxième. On aura une seconde décantation et la partie liquide va tomber dans la zone dite libellule, la zone que l'on aura créée. On va placer dans cette zone des micro-organismes et des végétaux qui vont dépolluer l'eau de façon naturelle. On va obtenir ainsi, à partir des eaux usées, une eau dépolluée qui va pouvoir aller au niveau des cours d'eau sans qu'il y ait un contact direct entre les eaux usées et le cours d'eau, empêchant ainsi une pollution de l'eau à long terme. Dans le 7e document, on compare les échanges de matière entre un écosystème naturel et une culture. Si on commence par l'écosystème naturel, on peut voir que dans le sol, on retrouve de la matière organique qui va être décomposée par les organismes vivants dans la terre, dans le sol, notamment les vers de terre, mais aussi moisissures, bactéries, champignons. Cette matière organique va être décomposés en matière minérale, des composés qui vont être solubles dans le sol et être absorbés par les producteurs primaires tels que les végétaux. La matière minérale, ça va être par exemple du dioxyde de carbone ou du dioxygène, mais aussi des sels minéraux contenus dans l'eau. On va avoir une absorption de matière minérale pour former de la matière organique et permettre aux végétaux de croître et grandir. Végétaux ou bien animaux. Ces êtres vivants vont donc avoir de la matière organique et quand ils vont mourir, cette matière organique va se déposer sur le sol et on va avoir de nouveau un cycle qui va se dérouler. Si on prend en compte la culture, ici on va planter une seule et même espèce dans un champ et on va la récolter, par exemple le blé. On va laisser dans la terre uniquement les racines de la plante. Contrairement à ce qu'on a vu précédemment, on va garder qu'une seule partie, ce qui va faire moins de matière organique dans le sol. La décomposition sera également faite, mais également on aura moins de matière minérale puisqu'à l'origine on aura moins de matière organique. Cette matière minérale va être consommée par le blé, mais comme il n'y en aura pas assez, on va ajouter des pesticides ou bien des engrais sur notre culture de blé. Sauf que ces pesticides et ces engrais ne resteront pas en surface de la plante ou même dans la terre, elle va s'infiltrer en profondeur et ainsi polluer les sols, mais aussi les eaux, les nappes phréatiques jusqu'à l'océan. Le dernier document présente l'agriculture biologique en France de 1995 à 2012 en fonction des milliers d'hectares occupés et du nombre d'exploitations. On peut voir qu'en 1995, on a 150 milliers d'hectares et 3800 exploitations. Les chiffres augmentent entre 2002 et 2007, on est à 500 milliers d'hectares pour 12 000 exploitations. Mais c'est à partir de 2012 qu'on voit que les surfaces agricoles ont déjà doublé par rapport à 2002 et sont multipliées par 10 par rapport à 1995. De même pour les exploitations. On vous explique que l'agriculture biologique est plus respectueuse de la biodiversité puisqu'elle n'utilise pas de produits chimiques et au contraire on va utiliser des processus plus naturels comme la lutte biologique et le recyclage de matières organiques. Vous deviez rédiger une réponse au problème comment les pesticides modifient-ils les écosystèmes et peut-on faire autrement. Vous aviez à la suite de cette consigne des coups de pouce où vous aviez les informations qu'il fallait comporter dans votre texte. J'ai répondu à cette question en fonction des coups de pouce paragraphe par paragraphe. Dans le premier paragraphe, cela consistait à expliquer l'utilisation des pesticides à partir d'un graphique, donc j'ai repris le document 2. Si nous prenons le cas du coton, on peut voir que sans pesticides, on a un rendement de 40% contre 80% avec des pesticides. Si on utilise des pesticides, on a un rendement qui est doublé par rapport à ce qu'on a initialement. Cela indique donc moins de pertes au niveau de la culture et donc moins de pertes économiques. C'est là qu'il y a intérêt à utiliser les pesticides.
Dans le deuxième paragraphe, on peut présenter les impacts de ces pesticides. On a montré le côté positif, maintenant on montre le côté négatif. Comme on avait vu dans le document 3, la toxicité présente dans les pesticides se transmet d'un maillon alimentaire à un autre. On va avoir une accumulation de toxicité au fur et à mesure qu'on avance dans la chaîne alimentaire. Le dernier maillon de la chaîne alimentaire est donc celui qui sera le plus intoxiqué par les pesticides. Le 7e document présentait également une pollution par les pesticides, mais cette fois-ci dans le sol. Quand on va disposer des pesticides dans un champ, ceux-ci vont s'infiltrer dans le sol et contaminer, polluer le sol. Cette pollution ne va pas rester uniquement dans le sol, mais circuler via l'eau. On peut donc retrouver cette pollution dans des nappes phréatiques et aussi jusqu'à l'océan. À la suite de cela, on peut parler des solutions envisagées pour lutter contre ces conséquences environnementales. On peut parler dans un premier temps de la lutte biologique qu'on trouvera dans le document 4 qui consistait à introduire un prédateur naturel d'un parasite qui affecte les plantations et les cultures. On avait également présent dans le document 6 une désinfection des eaux usées par les micro-organismes et les végétaux des polluants afin d'éviter que cette eau ne contamine directement les cours d'eau mais soit déjà assainie, rendue potable avant de rejoindre les cours d'eau. Et vous aviez une dernière solution, c'est l'agriculture biologique qui va regrouper la lutte biologique pour lutter contre les pesticides, mais aussi recycler les matières organiques dans les champs et produire ainsi plus sans utiliser des engrais. Cette activité permet de comparer l'agriculture intensive et l'agriculture biologique. Je passe maintenant au bilan puisque j'ai déjà expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur cette activité précédemment. Un agrosystème est donc un écosystème artificiel créé par l'homme pour l'agriculture intensive, comme on a vu précédemment. Les champs ne sont pas des écosystèmes naturels. On va labourer la terre, enlever toutes les espèces qu'il y avait auparavant et implanter une seule et même espèce. Par exemple, des cultures de blé, d'épinards, de pommes de terre, d'oignons, etc. Ces pesticides ont aussi un impact négatif important puisqu'ils vont polluer les écosystèmes voisins, mais aussi les eaux que l'on va consommer. L'homme cherchera pour réduire son impact négatif sur l'environnement des solutions plus respectueuses. On a plusieurs solutions que l'on peut utiliser, notamment la lutte biologique par l'implantation de prédateurs naturels dans un écosystème pour lutter contre les parasites ou bien les ravageurs des cultures. On peut également dépolluer les eaux usagées par les micro-organismes et les végétaux qui vont naturellement enlever la toxicité des eaux qui ont déjà été perturbées par l'agriculture intensive. Et on peut ensuite privilégier l'agriculture biologique qui n'utilise pas de produits chimiques et recycle la matière organique. Ces solutions sont dites durables puisqu'elles vont permettre de réutiliser les champs qui ont déjà été cultivés et non pollués par les pesticides ou bien les eaux, et on va pouvoir s'inscrire dans une agriculture durable. Cette activité clôture le chapitre 5 concernant les écosystèmes locaux et l'impact de l'activité humaine. Vous aurez pour la semaine prochaine une fiche mémo pour préparer le contrôle qui aura lieu également la semaine prochaine. Nous passerons ensuite à un autre thème concernant le corps humain. Je vous dis donc bon courage pour les révisions et à bientôt!